Hey! Allô tout le monde! Allô tout le monde, ici Éric Charlebois. Hey, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Assurément, on vous l'a souhaité à quelques reprises déjà, à cette 43e édition du Salon du livre de l'Outaouais. Euh, on dit entretien d'honneur, puis quelque part, l'honneur est pour moi. C'est un honneur incommensurable. Je m'entretiens avec le poète, le nouvelliste, l'éditeur, le tout. Jean Sioui. Jean, comment ça va? Oui, à vous tous, ça va très bien. Je suis des plus heureux d'être parmi vous cet après-midi. C'est vraiment un grand plaisir. Et je vous remercie de l'invitation, qu'on puisse Super. mieux se connaître. Jean, là, il y a une règle fondamentale, il faut avoir du fun. OK? À part ça, là, tout est permis. OK? D'accord. Donc, en bonne et due forme, originaire de Wendake et titulaire d'un baccalauréat multidisciplinaire de l'Université Laval, son premier recueil, Le Pas de l'Indien, paraît en 1997 aux éditions Loup de Gouttière. Ses deux plus récents recueils, ben là, on en parlera aujourd'hui. Donc, Yendata, l'éternité au bout de la rue, et Au couchant de la terre promise. Jean, tu es responsable de la résidence pour écrivains autochtones en début de carrière, donc tel que mandaté par le Conseil des arts du Canada, et tu as fait ça pendant plusieurs années. Tu as, par l'entremise de ça, parallèlement à ça, cofondé les éditions Anénorak avec ton fils Daniel Sioui. Si j'ai dit des sottises, Jean, tu me corriges, go, à toi le micro. C'est pas des sottises. Mais à jour, j'étais responsable des résidences écrivains autochtones en début de carrière. J'étais d'abord mentor pour les années suivantes. J'ai pris la responsabilité des résidences qui ont duré dans l'Ouest canadien pendant 5 années. Après ceux qui sont revenus au Québec pour quelques années, 2 ou 3 ans. Mais maintenant, les résidences se donnent plus dans le même état, de la même façon. Donc, c'est plutôt des résidences privées. Les gens des Premières Nations sont invités pour faire des résidences. Dernièrement, il y en avait une résidence à la Maison de la littérature à Québec. Et oui, j'ai cofondé la maison d'édition des éditions Anénorak, dans lesquelles j'ai travaillé quelques années et que j'ai remis la gouverne et la grande responsabilité à mon fils Daniel et à sa conjointe Cassandre, qui gère ça de main de maître sans avoir besoin de papa maintenant là-dedans. Voilà. Super. Pour la mise à jour. Super. Merci, Jean. Écoute, t'es prêt? Moi, j'ai envie de sauter dans Yendata tout de suite. Là. OK? Si tu sautes dans Yendata, tu sautes dans mon village. Yendata, ça veut dire mon village. C'est un peu le mot qui était en langue Wendat qui parlait d'un village qui était formé de plusieurs maisons langues, les maisons qu'on habitait dans notre village. Donc, Yendata, c'est mon village de maisons longues. Sublime. Et la Maison Longue, elle est d'ailleurs omniprésente, Jean. Il y a la rue de la Maison Longue aussi. Mais regarde, je ne veux pas qu'on se précipite à cet égard-là. Jean, ton écriture, là, elle trahit une sublime humilité. Puis une humilité qui est teintée de cynisme à souhait. Je vous le dis, je suis certain qu'on vous l'a déjà dit à tort et à travers, tout le monde. Là. Il faut lire. Il faut lire. C'est mordant, c'est truculent. Quelque part, c'est grinçant, puis après ça, ben tu ris, puis tu ris plus jaune, pantoute. Jean Sioui, j'ai envie de te dire que tu es un être extrêmement humble. Est-ce que je me trompe? Extrêmement humble. Extrême est peut-être le mot pas encore assez fort. Oui, j'ai encore plus qu'extrêmement humble parce que je m'identifie au monde. J'aime le monde et je veux être comme tout le monde. Et quand je travaille, quand j'écris, j'écris pas pour enseigner, pour offrir la plus grande des vérités, mais j'écris surtout pour réfléchir, pour amener à réfléchir et puis, un coup la réflexion faite, pour pouvoir discuter avec tout le monde d'égal à égal sur ce que j'écris, ce qu'ils en pensent, où ils pensent que je me trompe, où ils pensent que j'ai raison. Donc, oui, je veux pas faire de mes écritures des objets de politique, des objets d'histoire. Je veux faire des objets, d'abord, de beaux mots, de belles écritures le plus possible, et des sujets de réflexion sur divers sujets, des sujets. Je peux autant m'amuser dans mon écriture, je peux être humoristique, je peux être
offrir beaucoup d'émotions. Je peux avoir des brins d'histoire, des brins de politique, mais c'est vraiment un tout où je veux être parmi vous dans mon livre et avec vous pour le lire, le regarder. Et tu dis brin, Jean, c'est quoi? C'est exactement ça. Et là, encore une fois, toutes et tous, là, vous avez la voix de Jean Sioui, et quand vous relirez, et où que vous lirez, là, cette voix-là, je vous le dis, ça va être la même. Elle va vous porter, tabarouette, à travers, à tout le moins, les 2 livres. Jean, il y a des personnages absolument incroyables là-dedans, tellement incroyables qu'on a peine à croire qu'ils ont déjà existé. Mais pour te connaître, moi, je sais qu'ils ont déjà existé. Pourtant, ils ont vraiment existé. Ils ont vraiment existé. Ils ont fait partie de ma vie de jeunesse parce que c'était peut-être un peu restreint dans l'espace parce que je vivais sur une réserve indienne, une toute petite réserve indienne. Puis dans ces années-là, parce que je suis pas né d'hier, j'ai un vieillard presque. Donc c'était pas la même vie qu'aujourd'hui qu'il y avait dans la réserve indienne. Autant de va-et-vient avec les voisins, autant de modernité. Donc, on était peut-être restreint à une vie de réserve indienne tant qu'on sortait pas, comme je le dis bien dans mon livre, pour l'école secondaire. C'était vraiment la première étape où on s'allongeait vers le monde. Donc, oui, on vivait dans notre milieu bien particulier avec ces gens qui nous ressemblaient tous, ces gens qui étaient... Parce que chez les Wendat, chez les Premières Nations, on était tous de la parenté. Donc, nos oncles, dans la coutume, les oncles élevaient les enfants. Donc, il restait encore à cette époque des grands points de culture, de vécu que j'ai connus, que mes grands-parents vivaient, qui m'ont enseigné, puis qui s'est transmis petit à petit. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de raconter à travers tous ces écrits. Et tout le temps où je me suis tellement amusé, où j'ai tellement vu des choses, et puis je parle naturellement de personnages qui sont vraiment, certains sont bizarres, mais je parle de personnages qui sont très importants comme mon père, mes grands-parents, ma mère Blanche. Donc, c'est vraiment un vécu que je me suis rappelé en écrivant ce livre-là et qui me faisait plaisir à me rappeler et à écrire aussi. Mais tu le racontes. Jean, tu le racontes. Tu sais, je disais personnages, puis je sais que ce sont des personnes, mais tu les transposes tellement bien à titre de personnages. Si tu me permets, Jean, là, regarde, juste le début de L'Arracheur dedans, tiré de Yendata, de grâce à lire, puis à lire tout le reste, là. C'est pas un récit d'horreur inventé. J'ai vu de près L'Arracheur. Ça s'est passé dans mon école dès les premières années de mon éducation. Hein, l'école de mission dirigée par les bonnes sœurs de la charité chrétienne. Donc, la table est mise. Et puis là, à un moment donné, le dentiste nous visitera la semaine prochaine. La phrase la plus stressante qu'un enfant de 6 ans pouvait entendre, le monstre s'en venait. On se mettait en file indienne dans le corridor. J'ai lu file indienne, puis je me suis mis à brailler. Je ne sais pas trop si c'était brailler de rire ou non, Jean, là, je te le dis. On tremblait déjà. Et ainsi de suite. Écoute, il y a des strates à travers des personnes que tu as côtoyées et tu réussis à stratifier tout ça. Tu réussis à faire des genres de cut-out de ces gens-là, tabarouette. Et ça, ce n'est que l'arracheur dedans. Il faut lire aussi au sujet de Cyprien, au sujet du cabanon de Topol. Tu parles des parents aussi à travers tout ça. Mais sais-tu quoi? Ce n'est pas une chaise berçante, absolument pas. Jean, tu manies ça avec, de main de maître, avec toutes les fluctuations qui s'imposent, puis l'art de la chute. À quel point, voici ma question, Jean Sioui, à quel point est-il important pour toi, en tant qu'écrivain, de ne pas demeurer toujours au même niveau? Écoute, on se promène, c'est cisaillé. Es-tu conscient de ça quand tu écris? Absolument, parce que la vie d'une personne des Premières Nations, elle n'est pas obligée d'être écrite puis encadrée. On est des gens comme tout le monde, on vit des choses
on s'extériorise, on vit d'autres choses. J'ai vécu, je suis né à Wendake, mais j'explique aussi là-dedans qu'il y a un bout de temps, je suis allé vivre à l'extérieur. Je suis allé vivre sur une petite ferme parce que j'ai toujours eu besoin de liberté et d'espace. Donc, quand j'étais jeune, je me souviens très jeune, j'avais écrit au ministère des Affaires indiennes, parce que le ministère des Affaires indiennes, c'est à notre papa. Je lui avais demandé de m'offrir une terre en Abitibi, même s'il faut, pour que je puisse aller cultiver ou faire des choses. Donc, j'ai toujours eu cette envie d'espace, de liberté. Donc, oui, je me suis permis, à un moment donné, de quitter la réserve indienne pour aller vivre à Saint-Henri-de-Lévis, sur une petite terre. Puis, je suis revenu m'installer à Wendake avec ma famille, pas dans une culture qu'ils avaient perdue, parce qu'ils ont toujours connu notre culture, je les avais toujours parlé, mais en étant sur place. Et puis, une chute, est-ce qu'on appelle ça des chutes? Mon écriture, mon livre peut avoir des chutes, mais dans ma vie, c'était pas des chutes, c'était plutôt des changements, parce que j'ai toujours aimé les expériences, puis voir d'autres choses. Donc, oui, j'ai vécu des chutes dans ma vie et j'écris avec des chutes dans le livre parce que le travail de l'écrivain est aussi, c'est un métier aussi, donc il faut apprendre. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je sais pas si je dois parler de ça, mais je suis venu écrivain très tard dans la vie. Je suis venu écrivain au bord de ma retraite. Et puis c'est à l'âge de 55 ans que je suis allé faire un bac multidisciplinaire à cette époque-là parce que j'avais écrit déjà un livre et puis l'amour de l'écriture m'avait pris. Mais je comprenais très bien que pour être écrivain, c'était aussi un métier que je devais aller apprendre des choses. Mais c'est là, à l'âge de 55 ans, avec des petits jeunes autour de moi en création littéraire, que j'allais apprendre du métier par amour de l'écriture et afin d'arriver à vous offrir quelque chose de beau, de bien écrit, je crois, j'espère. Écoute, la trame aussi, telle que tu nous la brosses, du cadre scolaire, tel que tu l'as fréquenté, c'est aussi sublime. Le service d'orientation te destinait aux sciences. Hein? Tu t'en allais en sciences, toi, Jean-C. Oui. Je m'en allais pas en sciences, on m'a envoyé en sciences. Moi, je m'en allais travailler dans la nature. Et l'orienteur, parce que malheureusement, j'avais la malchance d'être bon à l'école, d'être fort, d'avoir de bonnes notes. Donc, les frères, ils voulaient des petits Indiens qui ont réussi. Donc, on m'a inscrit en sciences, que je détestais comme tout. Donc, oui, je suis allé en sciences. Moi, je voulais être cultivateur. J'ai toujours aimé les animaux, puis la terre, puis l'espace. Donc, oui, je suis allé en sciences et j'ai travaillé toute ma vie comme informaticien jusqu'à ce que je prenne ma retraite et que je change de métier. Ce que j'appelle pas un métier d'écrivain, ben c'est un métier parce qu'il faut le pratiquer, c'est de la pratique. Mais pour moi, c'est le plus beau des loisirs, la plus grande partie d'une vie heureuse après 35 ans de métier comme informaticien, de la science parce que on a toujours été considérés comme les pupilles de l'État, donc on avait besoin d'aide de l'extérieur, de gens plus instruits, plus intelligents que nous autres pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire de notre vie. Donc oui, c'est comme ça que à l'école des Blancs, quand je parle de l'école des Blancs, puis tout ce qu'on m'a appris, ben c'était orienté, ben souvent c'était pour nous emmener pour faire des prêtres pour aller évangéliser des petits Indiens, où je me suis rendu, être très loin de m'être rendu. Donc, que oui, je parle beaucoup de choses, mais c'est vraiment varié, mais dans le livre, c'est un peu l'histoire du livre qui est racontée dans tout ça. Avec humour, je crois, j'espère. Avec beaucoup d'humour, Jean. Tu manies l'humour de main de maître. Cela étant dit, je t'avoue que il y a un récit qui m'a fait pleurer. Je ne suis pas prêt à vous dire toutes et tous, là, ou à toutes et à tous, que c'est le plus beau, mais c'est celui qui m'a brisé les reins à moi, là, puis c'est le cheval trotteur, Jean. Ah ouais. Là, je te l'avoue, là, j'ai pleuré, puis j'ai pleuré comme un bébé. J'ai trouvé ça tellement beau, ton rapport à l'être animal. Oui, quelque part, ça me rejoint, mais tu le décris tellement bien. Un cheval trotteur, Jean, hein, c'est pas fait pour galoper. C'est pas fait pour galoper.
Le cheval trotteur, ça trotte. C'est beaucoup d'ouvrage pour le faire galoper. Mais c'est l'animal que je pouvais me payer avec les quelques sous que j'avais. Donc, oui, ça a fait partie de ma vie. Puis ça a beaucoup changé ma vie parce que ça m'a donné une option dans ma vie où m'occuper, passer mon temps comme il faut, puis voir d'autres choses aussi que ce que j'aurais peut-être pas pu me permettre si j'avais pas eu cette occasion-là, cette relation-là avec l'animal, avec le cheval, qui a vraiment occupé une grande place dans ma vie. Écoute, c'est sublime. On est entre, et encore une fois, vous le verrez quand vous lirez, ou vous l'avez déjà constaté si vous avez lu, on est constamment entre le ciel et la terre. Puis Jean, c'est oui, tu as des ancrages dans les deux dimensions. Tu as des ancrages dans les deux horizons. C'est de toute beauté. Puis cela étant dit, il y a aussi beaucoup de verticalité. La dernière question, quant à Yendata, il y a beaucoup de verticalité. Hein? On est dans une côte très souvent quand on lit Yendata. Puis on est dans une côte qu'on descend avec toi, puis une fois de temps en temps, il faut la remonter, puis on cherche des crampons. Avec toi, on cherche nos crampons. Parle-nous donc des corps, Jean. Les corps. Les corps. J'ai eu de la misère à l'édition, quand le réviseur regardait ça, les corps, et on dit les corps, ça n'existe pas, on peut pas, mais j'y tenais, il fallait qu'on écrive les corps, il fallait pas qu'on écrive autre chose que les corps, parce qu'on a toujours parlé de ça comme les corps. Les corps, c'était en bas de ma rue, parce que la rue des senteurs où je parle, la rue des odeurs, au bout de la rue, c'était une falaise qui descendait jusqu'au canyon, jusqu'à la rivière Saint-Charles qui va jusqu'au fleuve, qui passe sur la réserve. Donc, c'est l'endroit où les gens allaient acheter des vidanges, allaient acheter toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes de choses pour s'amuser dans les corps, des vidanges, des vieilles cannes. Donc, c'était vraiment un terrain de jeu pour les jeunes d'aller dans les corps. Donc, oui, les corps, c'est comme ça qu'on les appelait, puis ils ont existé, puis maintenant, les corps, ils existent encore, mais ils sont tout aménagés et c'est très beau ce qu'on trouve dans les corps. Mais dans mes mémoires, je me souviens très bien de ces fameuses corps qui étaient au bout de ma rue, en bas de ma rue. Les corps, c'est pour les corps de vidange ou souvent dans le bois sur le territoire, quand j'allais là avec mon père, il disait je sais pas, va jeter telle affaire dans les corps, là, au bord du bois, là, puis mal couverte pour pas que les ours viennent le manger. Donc, les corps, c'était vraiment proche du mot vidange. Donc, les corps, c'est un gros corps à vidange à ciel ouvert qui était aussi un terrain de jeu pour nous. On a accès, tu le dis superbement, là. On a accès à ce qui devait s'avérer un terrain de jeu, en fait. Puis on a accès à travers Yendata à ce qui aura été ton terrain de jeu. Puis des jeux pas toujours le fun, mais des jeux qui font viscéralement partie de toi. Mm-hmm. Puis, moi, je tiens à t'en remercier, là. Puis je suis certain que les lectrices et les lecteurs t'en remercieront en bébite aussi. OK? Là, je veux passer à la poésie, Jean. Oui, parce que c'est surtout de la poésie. J'ai d'abord écrit, j'ai 10 recueils de poésie de publiés. Donc, oui, je suis avant tout poème. C'est une première expérience. J'ai 3 livres jeunesse, puis Yendata, c'était une première expérience proche du roman, du récit. Mais oui, la poésie au couchant de la terre promise. D'entrée de jeu, là, si vous me permettez, moi, je veux vous lire certaines passes, puis après ça, Jean, j'aurai assurément des questions à te poser, là. OK? La naissance des nouveaux enfants trappe la délivrance. C'est-tu pas beau, ça? OK? Je continue. Jean, t'as pas à réagir. Réagis si tu le veux. Je vis sur le dos de la grande tortue, hein? C'est-à-dire notre planète. Et puis, c'est tout à fait opportun, évidemment, là. Et je ne m'étendrai pas à cet égard-là. J'ai ma place dans l'espace vide entre les étoiles. L'odeur est chargée des Premières Nations. Au-dessous, la dernière neige s'infiltre dans le sol. Bientôt, je mangerai quelques bulbes de fleurs. Tabarouette. Tu sais, le genre de truc que tu es jaloux de ne pas avoir écrit, j'en sais oui, là. Je suis là. La rivière s'épuise à couler. La chute gronde les pluies de Noël.
Des glaces ont peur et s'agrippent aux rochers. L'hiver a quitté son nid froid. Le temps que la terre nous pardonne. J'arrête là, Jean, pour l'instant, si tu me permets. OK? Je te pose une première question. À première vue, il y a de l'amertume, puis il y a de l'aveu. Puis sais-tu quoi? Je relis, puis dans le ressac, mon ami, c'est pas de l'aveu, puis c'est pas de l'amertume. C'est une conciliation tellement belle, puis une conciliation enviable. En tout cas, de ma part à moi, enviable que tu nourris à l'égard de ton milieu. Il y a une sérénité là-dedans, puis je ne sais pas, voici ma question. Dans quelle mesure est-ce qu'écrire avec autant de truculence, ça te permet inversement d'en arriver à une sérénité? D'abord, ce fameux recueil de poésie, le projet d'écriture que j'avais l'année dernière, c'était vraiment le projet pour mon livre de récits. C'était pas prévu que je fasse un recueil de poésie, mais il est arrivé tellement d'événements ces dernières années. Il y a eu l'événement de Joyce et Jacqueline, qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'obligeait à parler. Il y a eu la pandémie. Dans un des chapitres, on voit vraiment, je parle de venin, je parle de plein de choses. Ça, c'est vraiment la pandémie, le temps de confinement qu'on a eu. Et puis, il y a cette préoccupation que j'ai depuis toujours, là, de respect de la nature, de protection de la nature. Donc, je me suis senti obligé d'écrire ce recueil de poésie-là parce que il me parlait tellement. Donc, en même temps que j'écrivais le récit, ben, je réfléchissais tellement, j'étais tellement pris dans mes pensées qui me sortaient de mon livre que je prenais une feuille puis j'écrivais quelques pensées, quelques débuts de poèmes qui, en fin de compte, ont donné ce recueil-là qui a eu aussi d'importance que mon récit à écrire. Puis quand tu parles de glace et de choses, c'est un peu, j'écris beaucoup sur ce que je vois, sur ce que je vis. Ben, dans le recueil de récits, c'est ce que je vis. Dans ma poésie, c'est beaucoup ce que je vois. C'est vraiment, à Noël, je suis allé me promener dehors et puis il y avait eu un adoucissement. Donc, la glace s'était figée au-dessus de la chute à Wendake, chez nous, sur la réserve. Donc, c'était vraiment une vision réelle que je raconte là-dedans. Puis, je me suis mis à réfléchir pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi il y a des fluctuations de température comme ça? C'est-tu notre faute ou c'est quoi qui arrive? Donc, c'est beaucoup des réflexions à partir de choses que je constate, que je vois. C'est des choses qui me font réfléchir et que j'amène à réflexion aussi aux autres, aux gens qui voudront en parler avec moi puis qui me diront que j'ai tort ou que j'ai raison. On s'obstinera, qu'on s'enlacera puis qu'on essaiera de changer les choses s'il y a des choses à changer. C'est toujours possible. Ben, moi, je suis le premier content que la poésie t'ait parlé. Je veux aussi vous lire, là. Pardonnez-le-moi, s'il vous plaît. Il y a 100 ans, mon jardin était nu. J'ai planté une roche, grosse comme un œuf. J'ai planté une graine, petite comme un pou. Hier, j'ai visité mon jardin. La roche n'avait pas grossi. La graine était un arbre. Tabarnouche. Jean. Okay? Il faut être positif dans la vie. Il faut faire des choses. Et voilà. Il faut voir des choses aussi petites que des fois qui nous paraissent insignifiantes. Ben, ça a une grande valeur et c'est... Puis tu le saisis. Je sais pas comment vous dire, mais je pense que c'est une réalité de vie. Mais tu le dis, tu le dis, t'es le poète de la capsule, le poète du saisissable, puis c'est là, puis on le tient, puis tabarouette, on veut pas le lâcher. Jean, c'est oui, à un moment donné, je pense, en page 72, tu nous écris que le vent veut pas t'envelopper. On fait quoi quand même le vent veut pas nous envelopper? On va où? On fait quoi? Ça, c'est beaucoup du temps que je passe sur le territoire quand je suis en forêt. C'est jamais pareil ce que tu vis quand t'es en forêt, quand t'es avec la nature, quand tu parles avec la nature. Des fois, le vent veut pas t'envelopper. Ben, probablement que j'étais peut-être dans un canyon, dans une crevasse où le vent tournoyait autour de moi, mais
qui venaient pas me toucher. Je courais après. Ben, je fais un peu, je parle aux arbres, je parle aux animaux, je parle au vent, je parle à tout le monde. Donc, souvent, c'est pas explicable ce que je vais dire. Ça peut pas avoir de sens, mais pour moi, ça fait partie de toute ma vie, que ça soit spirituel, que ça soit réel, que ce soit animal, que ce soit végétal. Toutes les choses me parlent, puis toutes les choses sont un tout. Pour moi, la vie est un grand tout de tout cela. Tu l'as. Tout te parle. Manifestement, tout te parle. Il y a une intégralité absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on peut lire à rebours, on peut commencer au milieu, s'en aller vers le début. On peut commencer au milieu, s'en aller vers la fin. L'intégralité demeure, Jean. Tu réussis. Tu n'es pas un calibreur. Je n'irai pas jusque-là parce que la truculence demeure. Ça demeure mordant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai écrit sur les bûches le nom des arbres. Tabarnouche, je te câline. Les contrastes, ça pullule, Jean. Ça n'arrête pas de pulluler. Tu manies l'art du contraste. C'est sublime. J'ai écrit sur les bûches le nom des arbres. C'est souvent un chagrin. C'est sûrement un chagrin qui m'est arrivé quand j'étais dans le bois puis que j'ai vu une montagne dénudée puis que tous les arbres étaient coupés. Donc, les arbres, on les a oubliés parce que les camions sont venus, les ont chargés puis les ont emportés. Mais il reste juste que leurs pieds là-bas. Donc, j'ai écrit leur nom sur les arbres pour pas qu'on oublie qu'ils ont existé. Sublime. Sur les bûches qui restent, là. Eh oui. Dernière intervention de ma part. Ben, dernière pour là, OK? Parce que, check-moi bien, là, je vais te revenir, OK? En temps et lieu. En page 76, tout le monde, dos couchant de la terre promise. Au compte-goutte du silence, je suis celui qui dérange. À la bouteille de la source qui coule à l'envers, ma solitude s'abreuve de secondes perdues. Personne ne m'a dit qu'on danse là-bas. C'est qui celui qui dérange, Jean Sioui? Celui qui dérange, c'est celui qui vient briser mon silence quand je suis en silence ou en méditation. Donc, à l'envers de la source. Souvent, j'ai écrit que j'étais... que je voulais retourner vers les fous, mais pour moi, les fous, c'est des sages. Donc, c'est un peu une attitude, c'est un peu un état d'esprit où je me trouve parfois, où tout n'a pas un sens explicatif, mais que pour moi, c'est nécessaire parce que je veux pas toujours me prendre au sérieux, je veux me laisser vivre, me laisser parler par des choses souvent très bêtes, mais souvent qu'on ne donne pas une grande valeur, mais qui ont une valeur extrême parce qu'ils sont si petits, puis si à l'envers du temps, si à l'envers de la vie moderne, que c'est triste de pas s'en nourrir, de pas s'en abrier. Jean Sioui, écoute, oui, je veux te remercier, c'est sûr. Je dois le faire, mais même si je ne devais pas le faire, je te remercie et je te dis que je te pourchasserai. OK? Je te dis que je veux qu'on jase ultérieurement. Je veux te dire la chose suivante, là. T'es le tonnerre du coup de foudre que j'ai eu à relire au couchant de la terre promise dans la perspective de ce qui devait se passer aujourd'hui, là. OK? Ouais. J'ai capoté, j'en ai relu encore des segments ce matin. Et l'art du contraste, l'art de la chute et du rebondissement, à mon esprit, à moi, là, c'est l'épiphanie qu'on a eue ensemble aujourd'hui. Le résultat de ce rebondissement-là, c'est toi. C'est tes mots qui réussissent à ne pas faire se diluer ce que tu as écrit. Tu sais, tu viens de nous dire, on brise le silence, puis je ne veux pas donner un sens explicatif. T'expliques rien là-dedans, Jean, puis t'expliques tout. Merci infiniment. C'est un peu le beau, puis je t'ai dit que c'est toujours bienvenu, que je suis pas difficile à rattraper. Donc, si tu veux me rattraper, bienvenue à toi et aux lecteurs qui ont envie de parler avec moi simplement. Merci bien. Genre, on va te relancer. Et d'ailleurs, lectrice, lecteur, auditrice, auditeur, vous avez un lien auquel on vous convie
Donc, notre séance, Jean, se termine là. OK? Je te remercie infiniment. Là. Je pourrais être à côté de toi pour le souper, puis au moins les 2 games de hockey à soir, mais on n'en a pas le temps. OK? Fait que tu t'en vas dans l'autre salle, là où t'attendront lectrices, lecteurs, auditrices, auditeurs. Donc, vous n'avez qu'à cliquer le lien de la rencontre et vous êtes en séance de dédicace. Puis c'est de moins en moins virtuel, là, avouons-le. Hein, Jean? Ça fait quand même quelques années qu'on est là-dedans. On n'appelle plus ça virtuel. Là. Ça devient virtu-réel quelque part. Fait que tu vas être là. On se crée un monde virtuel qu'on n'appelle plus virtuel, qu'on appelle la rencontre entre amis. That's it. J'attends tous les gens. That's it. Donc, on se transporte. À tout de suite. OK, à bientôt. Au revoir.